18h18, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir une astrophysicienne incollable sur l'espace, forcément. Bonsoir Sylvia Ekstrom. Bonsoir. Hier à cette heure-ci, nous étions fébriles. Le robot Persévérance de la NASA allait-il réussir à se poser sur Mars? Et puis à 21h55, soulagement, ça y est, des cris de joie retentissent dans la salle de contrôle. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous fascine dès qu'on parle de l'espace, la conquête spatiale, ça touche à notre imaginaire depuis Yuri Gagarin, Neil Armstrong et plus récemment avec Thomas Pesquet. On a envie de savoir, ça chatouille notre curiosité. Et là, avec ce robot, on se dit qu'on va peut-être savoir s'il y a eu une forme de vie sur Mars et on se dit aussi, pourquoi pas s'y installer un jour. Il y a pas mal de personnes qui rêvent de vivre sur une autre planète, comme elles l'ont confié à Zoé Pallier. Moi, ça me fait rêver. C'est même un rêve caché. J'ai été étonnée de la première image qu'on a reçue hier du robot sur Mars parce que ça ressemblait aussi à une orange pelée. J'envisageais même de quitter la planète Terre pour aller sur Mars pour plusieurs années. Ce serait stylé d'explorer un nouveau monde, en fait, tout simplement. De nouvelles ressources et de découvrir de nouvelles choses. J'aimerais bien qu'on apprenne à vivre sur Mars. J'imagine que ce serait plutôt difficile vu qu'on ne connaît pas les modes de température et on ne sait pas comment se débrouiller. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord se concentrer sur notre planète et s'en occuper bien avant d'aller chercher ailleurs une alternative. Alors Sylvia Ekstrom, malheureusement, je crois que vous allez sans doute doucher ce soir les rêves de ces Français. Vous avez coécrit avec votre mari un livre qui s'intitule « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs », livre préfacé par le prix Nobel de physique 2019 aux éditions Fabre. L'homme qui s'installe sur la planète rouge, c'est un fantasme, ça n'arrivera pas selon vous ? Alors, je pense qu'il faut vraiment être très attentif à différencier vivre et survivre. Donc, survivre sur Mars, ça peut éventuellement être possible, mais il y a beaucoup d'écueils qui se dressent encore devant nous avant de pouvoir fouler le sable rouge, mais c'est pas forcément complètement exclu. En revanche, y vivre, ça c'est à notre avis complètement exclu dans la mesure où Mars n'est pas une planète habitable. On a souvent l'impression que oui, mais c'est une planète, donc voilà. Mais la notion de planète habitable ou pas est très importante. C'est pas une notion fantaisiste. C'est vraiment une réalité qui veut dire oui, on peut habiter dessus ou non, on peut pas habiter dessus. Qu'est-ce qui rend impossible la vie sur Mars ? Alors d'abord parce que c'est un petit désert glacé dont l'atmosphère n'est qu'à peine, même pas 1/100 de l'atmosphère terrestre, donc il ne protège pas bien des rayonnements du soleil, pas bien des rayons cosmiques. L'air n'est pas respirable, donc il faut faire des bulles d'habitabilité dans laquelle on se mettrait. Alors la taille de la bulle peut être très variable, ça peut être un scaphandre pour se promener, ou juste une habitation relativement petite. Certains milliardaires et certains promoteurs de la colonisation imaginent des bulles de la taille d'une ville. Comme dans les films de science-fiction, oui, c'est la question que j'allais vous poser. Exactement, mais pour moi, ça fait vraiment, c'est vraiment de la science-fiction. Et dans fiction, dans science-fiction, c'est le mot fiction qui est le plus fort habituellement. Donc, on peut peut-être y marcher un jour, s'y promener avec un scaphandre, mais aucune chance pour qu'on puisse s'y installer. Le robot, il a mis 7 mois à arriver sur Mars. Il faudrait poser de sacrés congés de toute façon, si on voulait y aller. Absolument, d'autant plus que si on veut y aller, on va mettre déjà en tout cas 6 mois ou 5 à 6 mois de voyage, et ensuite on doit rester pratiquement 2 ans sur la planète avant de pouvoir revenir, parce que Mars et la Terre tournant autour du Soleil chacune à son rythme, elles se retrouvent dans des configurations qui sont pas du tout favorables pour un voyage. Donc on est obligé d'attendre que la configuration soit de nouveau favorable pour pouvoir envisager le retour. Donc c'est une absence. Enfin voilà, faut poser votre congé pour 2 ans et demi. Oui, 3 ans aller-retour, ça fait effectivement long. Je suis pas sûre que tous les employeurs acceptent. Et puis ça voudrait dire aussi avoir des vaisseaux dans lesquels on pourrait voyager pendant des mois pour arriver là-bas. Alors, de toute façon, oui. Alors, il faut un vaisseau qui soit capable de maintenir la survie humaine pendant en tout cas 6 mois pour le voyage d'aller, un tout petit peu moins pour le voyage de retour. Donc oui, effectivement, de toute façon, il faut emmener l'eau, il faut emmener la nourriture, il faut trouver comment capitonner les vaisseaux pour que on soit protégé de la radiation. Sur Terre, on a une magnifique protection, une double protection en fait. On a la protection de l'atmosphère qui absorbe une bonne partie du rayonnement, et on a la protection de la magnétosphère qui dévie tout ce qui est vent solaire et rayons cosmiques. Mais quand on est hors de cette protection, nos corps risquent de les subir en ligne directe, et donc on doit les protéger d'une manière ou d'une autre.
Et le voyage lui-même, pour en revenir à ce voyage de plusieurs mois, il serait terrible aussi pour le corps, parce que les conditions de voyage sont très éprouvantes. On voit ça avec les astronautes. C'est ça, c'est que l'apesanteur est vraiment une contrainte très, très difficile pour nos corps. On a toujours l'impression, quand on se casse la figure, que vivement, enfin, si seulement il n'y avait pas de gravité. Mais en fait, c'est grâce à ça que nos corps ont évolué. Ils ont évolué dans un système, sur une planète avec une certaine gravité. Et donc, tout est fait pour fonctionner dans cette gravité-là. Et par exemple, notre système vasculaire est fait pour remonter le sang vers la tête. Et si on est dans un vaisseau spatial sans gravité, ce mécanisme, il continue d'avoir lieu, et donc on a une surcharge de fluide dans le haut du corps. On voit les astronautes, ils ont toujours la tête toute ronde, toute lisse, parce qu'ils ont tout leur fluide qui remonte en fait. Oui, on n'a pas tellement envie de ça, c'est vrai. Et puis, je crois que vous allez me confirmer ça, mais pour l'instant, on ne sait pas redécoller de Mars. La preuve, c'est que le petit robot, il va faire ses prélèvements, il va laisser ses échantillons de côté, et puis on essaiera, si tout va bien, d'envoyer une mission les chercher dans quelques années. Absolument. Alors on a su redécoller de la Lune, ouais. Donc il y a des chances qu'on puisse redécoller de Mars, même si les conditions sont quand même assez différentes. Mais effectivement, il va falloir d'abord tester ce genre de choses avant d'envoyer des gens. Il faut déjà être sûr qu'on puisse les ramener avant de les envoyer. Évidemment. Vous évoquiez tout à l'heure Elon Musk, le patron de SpaceX, qui dit qu'il veut installer une colonie sur Mars. Il a annoncé une première mission habitée vers la planète rouge d'ici 4 à 6 ans. Il ambitionne d'envoyer dès 2050 sa fusée Starship avec sa fusée des centaines de personnes sur place, et son objectif à encore plus long terme, c'est de faire voyager 1 million de terriens au total. C'est totalement utopique. C'est-à-dire que Elon Musk, c'est un fabricant de fusées, d'accord? Donc peut-être qu'il est en train, enfin c'est pas peut-être, il est en train de mettre au point une fusée pour une utilisation qui pourrait être envoyer des gens sur Mars, mais il se préoccupe absolument pas de savoir comment vont vivre ces gens après sur Mars. C'est pas son problème. Donc, avant d'envoyer des gens, il faut peut-être surtout savoir comment on va s'en occuper. J'ai envie de dire que le vaisseau, c'est un peu le dernier détail à régler. Il faut déjà savoir comment ils vont survivre là-bas. Effectivement. Alors, pardon de casser encore l'ambiance après la folie d'hier soir, la joie d'hier, mais à quoi ça sert de savoir qu'il y a peut-être eu une forme de vie sur Mars si on ne peut rien faire de cette information? Est-ce que ça va quand même nous apporter quelque chose? Est-ce que ça va quand même faire avancer la science? Ah, clairement, oui. Savoir si la vie est quelque chose d'universel ou bien une exception terrestre, c'est une des grandes questions que l'humanité se pose, peut-être pas sous ces termes exactement, mais depuis des millénaires. Donc, avoir une indication si la vie a pu démarrer sur Mars quand elle avait les conditions qui étaient favorables pour ça, ce serait un renseignement absolument phénoménal. Et justement, les petites missions robotiques, elles sont parfaites pour envoyer ce genre de renseignements, surtout si on peut justement récupérer des échantillons comme ça devrait être le cas pour Perseverance. Donc on peut quand même les analyser dans nos laboratoires où on a plus de moyens, des meilleurs moyens pour analyser ça qu'un petit revers. Mais oui. Oui, non. Est-ce que ça va nous aider, par exemple, à mieux comprendre d'où on vient et comment cette planète, qui était quasiment comme la Terre il y a 4 milliards d'années, a mal tourné? Absolument, c'est toujours intéressant de voir comment évolue une planète géologiquement, climatiquement. On a l'exemple inverse avec Vénus, qui elle est un enfer de chaleur et avec une atmosphère absolument énorme et gigantesque. Et puis on a Mars qui est à l'inverse, un petit désert glacé sans atmosphère. C'est toujours intéressant de voir, tiens, à quoi ça tient au niveau de la masse de la planète, au niveau de la position dans le système par rapport à l'étoile. On peut complètement changer le scénario en fait. Bon, juste une question, on a beaucoup entendu hier atterrissage du petit robot. Comment vous dites-vous sur Mars ? Alors dans notre livre, on a utilisé le terme amarcissage pour être très strict, mais c'est un terme un peu inventé. Écoutez, ça nous va. Amarcissage. Merci beaucoup Sylvia Ekstrom. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec votre mari. Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs, aux éditions Fabre. Merci de nous avoir répondu en direct depuis la Suisse où vous vous trouvez.